Directeur et fondateur de l'Institut de recherche internationale et stratégique, Pascal Boniface, l'un des grands observateurs de la politique internationale, géostratégique, on pourrait dire même. Alors, 3 minutes pour comprendre les défis de géopolitique et de la France. C'est une collection absolument étonnante et c'est un numéro que vous signez, donc Pascal Boniface, pour dire quoi? En 3 minutes, on peut comprendre les grands événements qui font l'actualité d'aujourd'hui. Alors, en 50 fois 3 minutes, soyons précis. Effectivement, il y a 50 thèmes qui définissent la politique française, la place de la France dans le monde, comment s'est-elle construite au fur et à mesure, et quels sont aujourd'hui ses atouts et ses faiblesses. Oui, alors on y parle évidemment de choses récentes, on y parle de Mitterrand, on y parle de Hollande, de Sarkozy, de présidents qu'on a connus, on y parle d'intelligence artificielle, on y parle de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Le lien entre tout ça, c'est le positionnement de la France par rapport à ses différents partenaires ou rivaux sur la scène mondiale, effectivement, les différents pays avec lesquels elle est en partenariat ou en concurrence. Et puis, sujet par sujet, de puissance, quels sont ses atouts et ses faiblesses? En quoi, au niveau industriel, au niveau militaire, au niveau nucléaire, la France peut représenter quelque chose ou en quoi elle a quelques manquements. Oui, vous parlez de Louis XV, vous y parlez d'événements plus anciens, parfois récents. Et au fond, vous posez la question de qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que la France? Comment s'est-elle construite? Et est-ce que l'on peut être fier ou non d'être français? Est-ce que la France a encore un message à faire passer? Est-ce qu'elle a encore une voix qui porte dans le monde, dans un monde qui est en pleine restructuration? On voit que des pays nouveaux, des pays émergents qui n'existaient pas réellement sur la scène nationale sont en train d'occuper une place extrêmement importante. Donc, comment, par rapport à ces grandes mutations, la France peut encore opérer et être un acteur de la scène internationale? Oui, alors la question, vous le dites, vous la posez d'ailleurs dans l'introduction, c'est peut-on être fier d'être français ou en fait, est-ce que ça a du sens d'être fier d'être français? Oui, effectivement, il y a eu des pages de gloire, des pages plus sombres, mais la France a pendant très longtemps incarné un espoir qui la dépassait elle-même. Et à certains moments de l'histoire, elle a représenté plus qu'elle représente elle-même. Non seulement, bien sûr, lorsque il y a l'esprit des Lumières, lorsqu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi, par exemple, lorsqu'elle s'oppose à la guerre d'Irak. Dans plusieurs moments, la France a fait porter la voix de ceux qui n'avaient pas de voix, et en ce sens-là, elle pèse plus que son poids réel, que son poids objectif. Oui, entre la tradition et le progrès. C'est presque du gaullisme. Hein. Oui. Vous dites au fond, c'est toujours ce dialogue-là entre deux France. Oui, effectivement, et je ne crois pas qu'on puisse les opposer. Je crois qu'elles sont au contraire complémentaires. Qu'il faut être à la fois fier de voir la cathédrale de Chartres ou le Mont-Saint-Michel et en même temps miser sur l'intelligence artificielle, sinon nous serions déclassés. Et donc on ne peut pas opposer la France musée à une France qui serait plutôt active et industrielle ou technologique. Il faut qu'elle pèse sur les deux. Oui, à la fois une France fière d'elle-même, peut-être trop d'ailleurs, et c'est ce qu'on reproche parfois aux Français dans le monde. Puis en même temps, vous le dites, une forme de lamentation permanente, où la France qui geint et qui s'auto-dénigre. Oui, c'est un peu les deux extrêmes, effectivement. Soit on dit, voilà, la France peut régler toutes les affaires du monde, ou alors c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Non, ça y est, nous sommes déclassés, nous ne pesons plus rien, il faut cesser de vouloir avoir une quelconque ambition industrielle ou une quelconque ambition internationale. Je crois que les deux sont faux. Il faut être réaliste et une fois encore, quand je me regarde, comme je vois dans les yeux des étrangers, les étrangers pensent que la France a encore un rôle spécifique sur la scène internationale. Oui, vous parlez de ceux qui chantent le chant du déclin et qui sont aussi ceux qui parlent de dépendance de la France, au fond. Oui, il y a une logique. Si vous êtes sur le déclin, vous êtes plus autonome et donc vous allez vous rallier à un grand protecteur et vous cessez de vouloir avoir une ambition nationale, une ambition propre. Une fois encore, la France, mais aucun pays ne peut à lui seul régler tous les problèmes. Mais la France peut apporter sa contribution sur la plupart des grands défis qui se posent au monde contemporain. Oui, alors qu'est-ce que c'est la France? Grande question. Vous dites, évidemment, vous le disiez, le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, des poèmes, des livres de Zola. C'est aussi Pétain, peut-être. C'est aussi des choses très contradictoires. Mais bien sûr, il y a des faces plus sombres. C'est aussi Dien Bien Phu, Pétain, la collaboration, les tortures en Algérie, effectivement. Et je crois qu'il faut analyser la France dans son ensemble. Il y a des moments dont on peut être fier, des moments dont on peut être nettement moins fier, mais il faut les aborder parce que c'est tout ceci qui fait la France. Parce que très souvent, en opposition à ces moments de déchéance, la France a eu un sursaut.
Oui, et on peut réécrire l'histoire, ou est-ce que l'histoire est à réécrire en permanence? Un regard nouveau, ce que vous portez d'ailleurs dans cette collection, 3 minutes pour comprendre au fond. Non, je porte, disons, un regard, disons, rapide pour permettre d'embrasser tout cela, une grande fresque historique en un temps assez rapide par rapport à ceux qui n'ont pas le temps de lire les 8 tomes de l'histoire de France, et donc avoir un peu un résumé pour aussi comprendre. Parce que si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a une construction qui s'est faite depuis les monarchies, effectivement, jusqu'au dernier président de la Ve République. Oui, mais est-ce que la France est encore une grande puissance? Parce qu'on a été une très grande puissance. La France a été une grande puissance. Aujourd'hui, elle n'a plus le même classement. On voit la montée de la Chine. La France n'est plus la première puissance mondiale, mais quand elle l'était du temps de Napoléon, est-ce que l'on parle de la période d'Austerlitz ou de celle de Waterloo? Finalement, Napoléon a aussi fait opérer, on le célèbre, on va le célébrer pour le bicentenaire de sa mort, mais si Napoléon a conquis une grande partie de l'Europe, il a aussi nui à la France dans la mesure où il a opéré une saignée démographique dont on s'est mal remis. Et du temps de Louis XIV, c'est à la fois le château de Versailles, mais également les grandes famines et un pays, il le disait sur son lit de mort, j'ai trop aimé la guerre, et Louis XIV a aussi fait beaucoup de tort à la France sur la fin de son règne. Oui, d'ailleurs, lorsque vous parlez de Napoléon, vous dites grandeur et décadence. Est-ce que ce n'est pas deux mots finalement qui résument un peu l'histoire de la France? Oui, effectivement, il y a eu les deux périodes. On peut dire aujourd'hui qu'elle n'est ni dans l'une ni dans l'autre. Nous sommes toujours une puissance, pas la première puissance mondiale, mais nous sommes toujours une puissance qui compte. Et qui compte sur des sujets. La France est légitime à parler de réchauffement climatique, de gouvernance mondiale, de lutte contre le terrorisme. Mais il ne faut pas avoir effectivement la nostalgie d'une période où la France dominait l'Europe, parce que cette période ne reviendra pas. Et je ne suis pas sûr qu'il soit souhaitable par ailleurs qu'elle revienne, puisqu'aujourd'hui on ne fait plus contre, mais on doit faire avec. Oui, un chapitre s'intitule par exemple Droits de l'homme, mythe et réalité. Oui, parce que, bon, la France est donneuse de leçons parfois. Et parfois, elle s'accommode aussi de régimes qui ne sont pas très glorieux dans ce domaine, mais qui sont des pays amis ou des pays avec lesquels on a de fortes relations commerciales. Et donc, on jette un voile pudique sur certaines exactions. Oui, intellectuel, vous parlez des films, vous parlez finalement de la présence culturelle de la France, de la francophonie d'ailleurs, c'est le dernier chapitre du livre. La France rayonne encore? Moins au niveau culturel, parce que le français n'est plus la langue du monde comme il était au siècle dernier et au 19e siècle. Donc effectivement, ce sont plutôt les Anglais qui dominent le monde. Et c'est vrai que la France n'a pas tout à fait les mêmes auteurs, les mêmes philosophes qu'elle a eu auparavant. Mais une fois encore, si on prend par exemple le cinéma français se défend plutôt bien par rapport à la machine qui écrase tout d'Hollywood. Oui, on a toujours l'impression que la France a besoin d'un ennemi, on a toujours une confrontation, l'Union européenne par exemple. Alors là, vous dites carrément multiplicateur de puissance. Vous êtes carrément pro-européen et pourtant la France s'interroge, les Français s'interrogent. Oui, alors il ne faudrait pas que la France soit noyée dans un magma européen où elle ne serait plus elle-même. Mais si l'on veut parler d'égal à égal avec la Chine, par exemple, ou même avec les États-Unis, il vaut mieux être 27 que seul. Oui, ça c'est une logique du nombre aujourd'hui. Du poids, effectivement. Oui. Les négociations commerciales avec la Chine, eh bien, il est évident qu'un marché de 450 millions de consommateurs pèsera plus aux yeux de Pékin qu'un marché de 65 millions. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute spécificité française au sein de l'Union européenne. Et ce qui peut être intéressant à l'Union européenne, c'est qu'elle soit justement un multiplicateur de puissance, mais pas un effaceur d'identité. Oui, un autre sujet, bien sûr, qui rapporte à l'histoire coloniale. Hein. Le Moyen-Orient, le monde arabe, vis-à-vis de la France. Alors vous dites compliqué, mais proche. Oui, proche. Oui, mais proche. Et là, il est vrai que dans cette partie du monde, la France n'a plus l'aura qu'elle a eu dans le passé, du temps de De Gaulle, Mitterrand et Chirac, et que le discours français est nettement moins original et moins populaire qu'il ne le fut à une certaine époque. Oui, mais quand Emmanuel Macron propose de réouvrir, comme il vient de l'annoncer, des archives secrètes, notamment en égard de la guerre d'Algérie, vous dites c'est du changement, c'est quelque chose... Oui, parce que l'histoire a fait son temps et que nous ne devons pas avoir peur de la transparence. Il y a eu des crimes qui ont été commis au nom de la France, eh bien, ils ont engagé certains dirigeants de l'époque, ils n'engagent pas la France en tant que telle. Et je pense qu'un pays qui ne regarde pas son passé en face a du mal à concevoir son avenir. Et donc, regarder le passé n'est pas s'autoflageller, c'est au contraire pouvoir rebondir et effacer des querelles en reconnaissant quels ont été les torts de certains de nos dirigeants à un moment donné particulier de l'histoire. Oui, une France multiculturelle, parfois qui a du mal à vivre. Aujourd'hui, on parle parfois de communautarisme, des difficultés que l'on connaît. C'est aussi une France qui se construit parfois douloureusement.
Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Les vagues successives d'immigration qui ont fait la France n'ont pas été reçues avec des pétales de rose lorsqu'elles sont arrivées, mais plutôt avec des coups de bâton et des cris. Et puis finalement, la France s'est construite de ces différentes vagues. Et donc effectivement, elle s'est aussi construite par des vagues de crises successives. Mais elle s'est renforcée au fur et à mesure. Oui, il y a un mythe français. On dirait la France en sortira toujours. La France se bâtit sur. Oui, parce que quand on parle du déclin de la France, différences. est-ce que c'est le déclin par rapport à juin 40, par exemple, ou le déclin par rapport à Dien Bien Phu? Non, la France va mieux aujourd'hui qu'elle n'allait en juin 40, par définition, qui a été une suprême humiliation. Donc effectivement, cette étrange défaite, pour reprendre cette phrase de Marc Bloch, a aussi a permis par la suite un examen de conscience et il y a eu un rebond par la suite. Oui, il y a un génie français, ou alors c'est une stupidité Il y a un génie de français. le croire. Je crois que ça serait une erreur de penser que seuls les Français ont du génie. Oui. Mais il y a, comme certains le pensent peut-être. Oui. Mais en tout cas, oui, bien sûr, il y a un génie français, comme il y a des génies allemands, anglais et d'autres nations. Mais il y a effectivement une spécificité française. Mais c'est quoi? Parce qu'au fond, on le cherche, on se dit, c'est quoi ce qui fait cette spécificité française? C'est d'essayer de porter l'universel et en le faisant intelligemment, en pensant que nous ne sommes pas le reste du monde. C'est que la France est un pays occidental, bien sûr, mais elle ne peut être résumée à ce statut de pays occidental. Et la France rayonne le plus fortement, lorsque justement, elle embrasse ses multiples identités, parce que la France, c'est aussi un peu d'Amérique latine, c'est un peu de Caraïbes, c'est un peu d'Afrique, c'est un peu d'Asie et de tout cela. Oui, donc c'est à la fois une géographie, une histoire et des cultures. Est-ce qu'il y a une culture française? Oui, qui est le résumé, qui est le mix de ces différents apports, qui fait que effectivement, on peut être français et ne pas se contenter d'un plat unique ou d'admirer seulement une école de peinture. Le génie français ou la culture française, elle est finalement le réceptacle des différents apports au cours des siècles et au cours des différentes personnes qui ont contribué à nourrir ce génie français. Oui, alors vous ne parlez pas toujours bien en francophonie, hein, vous dites le hard et le soft power. Hein, Pascal Boniface, oui. C'est une façon de dire quoi, ça? C'est la France, elle est entre le hard et le soft. Elle a les deux. Alors effectivement, la puissance dure, c'est le militaire, l'économie, elle a des atouts, mais par exemple en industrie, on sait qu'on a beaucoup reculé et qu'elle n'est plus, et que la France s'est désindustrialisée, ce qui est une erreur. La puissance douce, le soft power, c'est l'influence. Ça passe aussi bien par nos grands sportifs que par nos écrivains, philosophes et la culture française, même si effectivement, là, une fois encore, on n'a pas les génies de l'écriture que l'on a eus au XXe et au XIXe siècle. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Ouais, je vous montre, il y a des photos. À chaque fois, il y a un texte, c'est 3 minutes pour le lire, donc ça va très vite. C'est absolument formidable. 3 minutes pour comprendre les grands défis, les 50 défis en jeu de la géopolitique de la France. Merci beaucoup, Pascal Boniface, d'avoir été avec nous.